Merci beaucoup. La tâche n'est pas facile de devoir venir ici vous parler de choses qui vont sembler très terre à terre après les témoignages très forts que nous avons eus de ce moment et du président de cette association. Mais je crois que nous devons quand même vous parler de certaines choses qui ont été mises en place au niveau européen. Alors, je vais attendre monsieur, parce que moi et les ordinateurs, ça ne fait pas 2, mais ça fait 200. C'est lequel Vous l'avez mis sur votre... vous avez copié mon stick sur votre ordinateur. C'est celui-là. Ouais. Enfin, je dis oui. Oui. Voilà. Ok, merci. Ouais, super. Merci. Oui. Alors ça, je ne pensais pas qu'il y avait de la musique en plus. Ça, c'est un petit... Ouais. Passez-le, ce sera vrai. Ah. Ben voilà, comme ça, vous voyez déjà dans quel bâtiment nous nous trouvons. Nous sommes situés à La Haye, ce n'est pas moi. My name is Cecilia Thorfinn, and today I want to welcome you to explore this virtual tour of Eurojust, the European Union's Agency for Criminal Justice Cooperation. En plus, elle veut pas se taire. Je vais passer parce que ça va durer longtemps et j'avais cru que je n'avais gardé que la photo. Mais comme je vous expliquais, moi et les ordinateurs, ça fait 2. Donc, je vais peut-être commencer par me présenter. Je m'appelle Hilde van de Voorde. Je suis magistrat fédéral en Belgique et j'ai une mission spéciale qui est de représenter mon pays auprès d'Eurojust. Je suis le membre national pour la Belgique à Eurojust. Un des 27 pays représentés, donc les 26 full membres de l'Union européenne, et le Danemark qui a une position un petit peu spécifique, ainsi qu'une douzaine de magistrats de liaison pour des pays tiers, comme nous les appelons, qui ont également des représentants à Eurojust. Alors, comme je vous disais, ça ne va pas être facile pour moi de vous donner toutes ces explications maintenant, dans le sens où vous avez entendu des personnes de grande qualité. Et nous, c'est un petit peu différent. Quand je demande d'habitude aux personnes que je rencontre, ou quand je leur dis, moi je travaille à Eurojust, ils me disent « Ah, c'est bien Europol ». Alors je dis « Non, c'est pas Europol, c'est Eurojust ». Déjà, c'est la première chose. Europol, c'est en réalité une toute grande boîte qui est en face de la rue. C'est l'éléphant, nous on a la petite souris. Ils ont des milliers de personnes qui travaillent à Europol, nous on est quelques centaines. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes une agence européenne pour la coordination des enquêtes pénales. Donc nous nous occupons, à la demande de nos autorités judiciaires nationales, de les aider et de les soutenir dans la coordination des grandes enquêtes pénales. Bien entendu, nous avons des affaires de terrorisme, mais pas uniquement, comme vous pourrez le deviner, des affaires de terrorisme. Important aussi, je crois, avant de commencer mon exposé, c'est de vous dire que nous ne travaillons qu'à la demande des autorités judiciaires de nos pays respectifs. Donc nous ne sommes pas à même d'ouvrir nos propres dossiers, nos propres enquêtes. Nous ne sommes là que pour donner des avis, pour soutenir nos collègues, pour les aider, pour organiser des réunions avec la possibilité d'avoir de l'interprétariat, ce qui est bien sûr toujours le bienvenu, vu les 27 langues différentes qui sont parlées en Europe. Et nous essayons également de leur donner des avis quand les législations internes des pays sont fort différentes. Je voulais aussi vraiment axer ici mon intervention en disant bien que nous n'intervenons, et je me répète, qu'à la demande des autorités judiciaires. Donc, nous ne sommes pas là pour répondre, par exemple, directement à une victime. Et j'insiste très fort là-dessus parce que je sais qu'il y a des représentants d'organisations ici. La grande peur que j'ai toujours, c'est qu'on nous présente auprès des victimes comme l'ultime possibilité. Et je ne voudrais absolument pas créer dans l'esprit de victimes qui ont déjà des personnes qui ont déjà souvent de gros problèmes à être entendues dans leurs pays nationaux. Je ne voudrais pas que les victimes pensent que s'ils viennent à Eurojust, on va pouvoir régler leurs problèmes. Nous ne pouvons même pas, nous n'avons pas de compétences pour intervenir pour eux. Donc je crois que c'est très important de bien cadrer quelles sont nos compétences. Donc comme je vous le disais, Eurojust est une agence européenne de coordination
d'enquête pénale. On pourrait dire que nous sommes un petit peu 27 petites ambassades judiciaires sous un même toit. Nous avons chaque fois par pays une représentation, à savoir un membre national et autour de ce membre national un adjoint ou plusieurs adjoints selon l'importance du pays. En ce qui nous concerne, pour la Belgique, je suis le membre national, j'ai un adjoint ou une adjointe et une autre collègue qui travaille avec moi et 2 dames qui s'occupent de tout ce qui est administratif. D'autres bureaux, comme par exemple les Italiens, je crois qu'ils sont 12, les Allemands, ils sont je ne sais pas combien. Si vous me demandez si ça se miroire au niveau du nombre de dossiers, je resterai très diplomate. Donc notre idée, c'est vraiment d'offrir à nos autorités nationales expertise et support. J'allais vous parler aussi de budget, mais comme partout, budget, il y en a beaucoup trop peu pour tout ce qu'on doit faire, mais on doit faire avec ce qu'on a, comme on dit si bien en Belgique. La grande importance d'Eurojust pour aider nos autorités nationales, c'est surtout le fait du networking. J'ai vu aussi qu'ici, on avait posé vraiment l'axe sur se connaître, se parler. Eh bien, ce n'est pas différent quand on parle d'autorité judiciaire. Se comprendre, reconnaître l'autre, c'est extrêmement important. Comme je vous disais, 27 pays européens, mais nous avons également des accords de travail avec 13 pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Et de ces 13 pays, 12 pays ont déjà placé un magistrat de liaison à Eurojust. Alors vous allez me dire, mais okay, ces arrangements, ces accords de coopération, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça représente? Ça représente premièrement qu'on peut impliquer ces pays dans des discussions au niveau de la coordination d'enquête pénale et qu'on peut échanger des données à caractère personnel avec ces pays. Parce que je ne sais pas si vous êtes familier avec les restrictions européennes au niveau de l'échange des données à caractère personnel. Alors, si vous n'êtes pas familier avec ça, vous êtes très heureux et restez comme ça, parce que c'est l'enfer. On ne peut pas partager, il faut avoir quasiment les autorisations de tout le monde, j'allais dire presque du bon Dieu, pour pouvoir passer à l'échange de ce genre de données. Non seulement nous avons ces accords de travail avec ces collègues qui sont placés chez nous, mais nous avons aussi, alors je dois faire attention, je suis en France, 70 points, bravo, hein, pour une Belge, c'est pas mal, hein, 70 points de contact un petit peu partout dans le monde. Là, pour échanger des données, c'est plus difficile, c'est plus dur, on doit faire des procédures très lourdes pour échanger des données à caractère personnel, mais ça nous permet quand même, quand nos autorités judiciaires nationales ont des problèmes pour avoir des réponses à des demandes qu'elles ont formulées dans des pays, d'avoir une entrée dans ce pays et de pouvoir essayer d'aider nos collègues juges d'instruction ou membres du ministère public. Nous avons également des accords de travail avec plusieurs associations internationales, dont l'association des procureurs ibéro-américains, ce qui couvre bien entendu une grande partie de l'Amérique et de l'Amérique du Sud, ce qui peut toujours nous aider. Je vais assez vite dans la présentation, je dirais, générale d'Eurojust, parce que je voudrais vraiment m'axer sur le travail au niveau des victimes. Alors, comme je le disais, quand on a des accords de coopération, ça nous permet de se coordonner immédiatement avec ces pays et de passer à l'échange systématique de données à caractère personnel ou de données opérationnelles. On peut échanger également des preuves. Bien sûr, chaque pays décrit la preuve différemment dans son système juridique, ce qui facilite très fort les choses, mais on peut échanger de façon souple et facile. Nous avons également la possibilité de mettre des procureurs de liaison, comme je vous le disais. Ça, ce sont ce qu'on appelle les desks nationaux. Ça veut dire que ce sont des personnes, des magistrats. La plupart du temps, ce sont des membres du ministère public
voir des juges qui travaillent chez nous et qui représentent leur pays. Mais chacune de ces personnes reste magistrat dans son pays. Ça veut dire que mon collègue français Baudouin Touvenot, il reste hors cadre, mais magistrat en France, payé par la France. Moi-même, je suis payée par la Belgique. Mais nous avons également une administration, et là, nous parlons d'un staff européen. Ce sont des personnes qui sont vraiment employées par l'Europe et qui sont là pour nous soutenir dans le travail opérationnel. Ce sont souvent des personnes qui viennent de tous les pays, de telle façon qu'on puisse avoir l'information au niveau des différences dans les systèmes judiciaires dans les pays impliqués. Bien entendu, nous avons également le data protection, ça va de soi. Tout ce qui est l'organisation de réunions, tout ça, ce sont des personnes, staff européen qui s'occupent de ça. Mais bien entendu, toutes ces personnes travaillent, je ne vais pas dire pour nous, mais de façon très proche avec nous dans les desks. Les procureurs de liaison se trouvent également à La Haye avec nous à Eurojust. Et là aussi, ça nous permet d'aller très vite quand on a besoin de l'aide d'un tiers pays ou d'un pays tiers avec lequel nous avons ce genre d'accord. Ça peut être vraiment important dans des affaires internationales, puisque dès qu'une affaire vient à Eurojust, il y a plusieurs critères qui doivent être réunis, mais les critères les plus importants, c'est que c'est une affaire pénale de grosse envergure et qu'il faut bien entendu un aspect international. Sinon, nous ne sommes pas compétentes s'il n'y a pas d'aspect international. Je vais vous donner des exemples. Un exemple, c'était il y a quelque temps, nous avions une affaire où la Belgique avait réussi dans une affaire où 2-3 jeunes femmes avaient été victimes d'attaques fort violentes. On avait réussi à trouver une trace ADN. Cette trace ADN avait été vérifiée et on avait trouvé un possible hit en Roumanie. Alors, on peut envoyer une demande par la voie normale, ça met plusieurs jours. Ici, comme on voulait absolument éviter que cette personne puisse faire d'autres victimes, on est intervenu et en moins de 24 heures, on a eu la confirmation de l'identification de la personne et l'arrestation de cette personne afin d'éviter de faire d'autres victimes, ce qui aurait été probablement et malheureusement le cas si on n'avait pas pu intervenir immédiatement. Ça, ce sont des choses où on peut travailler quasiment, je dirais, en proactivité. Bien entendu, quand on parle d'affaires de terrorisme, là, l'intervention d'Eurojust est tout à fait différente et on y reviendra. Je vous donnerai quelques exemples plus tard. Comme je le disais, nous avons plus de 70 points de contact dans le monde. Nous avons également des réseaux dans le monde où nous sommes associés. Eurojust aussi travaille très fort à se faire connaître dans les pays tiers. Ça semble des fois un petit peu étonnant d'aller se rendre, je dirais, en Thaïlande, au Brésil ou dans d'autres pays pour n'avoir que quelques affaires par an. Mais on se rend compte que dès qu'on connaît quelqu'un, dès qu'on sait à qui s'adresser, eh bien, ça ouvre énormément de portes et ça nous permet d'aider indirectement nos autorités nationales qui, souvent, dans des grandes affaires, n'arrivent pas à avoir des réponses rapides. Au plan opérationnel, l'intervention d'Eurojust se fait dans tout le cours de vie d'un procès pénal. Donc, nous pouvons déjà intervenir au moment où l'enquête s'ouvre jusqu'à après le jugement final. Bien entendu, le style d'intervention sera différent selon l'état d'avancement du procès, mais dans chacun de ces stades, nous pouvons intervenir. Les intervenants qui nous feront appel dans le cadre des échanges seront également différents. Différents parce que dans certains pays, ce ne sont pas toujours les mêmes intervenants qui arrivent
ou qui sont impliqués au même moment dans un procès. Par exemple, la police dans certains pays, comme au Danemark, a beaucoup plus de compétences que dans d'autres pays. En France, en Belgique, dès qu'on ouvre un dossier, bien c'est le ministère public qui prend le lead, comme on dit en français. Hein, c'est le ministère public qui prend le lead et qui devient chef d'enquête. S'il y a un juge d'instruction, bien ce sera le juge d'instruction qui sera à la tête des vérifications pour la Belgique. Je sais que pour la France, c'est un petit peu différent. Et donc là, dès qu'on ouvre cette enquête, on a la possibilité d'intervenir. Et selon le stade où on intervient, les questions qui seront posées à Eurojust seront différentes. Premièrement, on peut immédiatement, à l'ouverture d'une enquête, avoir une réunion pour déjà échanger des informations de base qui devraient permettre à l'identification, voire l'arrestation d'auteurs. Je pense à une affaire qui n'est pas une affaire de terrorisme, mais c'était une affaire terrible également. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, quand on a ouvert un camion abandonné près de Essex en Grande-Bretagne, quand on a ouvert le camion, on a trouvé plus de 30 corps de migrants qui sont morts dans le camion pendant le transit ou juste après le transit. Et on s'est rendu compte que ce camion avait transité par la France, par Zeebrugge, et qu'il était arrivé comme ça au niveau de l'Angleterre. Comme il y avait un élément de rattachement, Zeebrugge, qui est un port en Belgique, la Belgique a immédiatement ouvert un dossier. Et 24 heures après la découverte des victimes, on a eu la première réunion de coordination à Eurojust où les Anglais sont venus, d'autres pays sont venus, et on a déjà pu s'échanger très rapidement avec le soutien opérationnel de nos collègues d'Europol. On a pu s'échanger toutes sortes d'informations qui a déjà permis de donner une direction aux diverses enquêtes judiciaires dans les pays concernés. Seule chose qu'on n'a pas pu prévoir à ce moment-là, on n'a pas eu le temps pour avoir des interprètes. Donc, les membres nationaux se sont mis à table pour faire interprète. Ce n'est pas toujours facile, mais on fait de notre mieux, comme on dit à Bruxelles. Alors, nous aidons également nos autorités, si elles le demandent, à préparer des décisions d'enquête européennes, des mandats d'arrêt européens. De temps en temps, il y a lieu de les préparer rapidement. Et si l'affaire s'y prête, nous pouvons également préparer le contrat de CE, des JIT comme on dit en anglais, donc des équipes communes d'enquête qui permet de coopérer entre divers pays. C'est un genre de contrat et qui permet de coopérer de façon très proche sans devoir à chaque fois demander par un autre instrument juridique l'autorisation d'échanger des données. Ça peut avoir des répercussions extrêmement intéressantes sur l'évolution des dossiers. Une fois que l'enquête évolue, on peut intervenir et aider nos collègues pour organiser un centre de coordination quand on fait des journées d'action. Les journées d'action, ça peut être, il y a eu quelque chose s'est passé dans un pays, on a des éléments pour dire que les auteurs se trouvent dans 2-3 pays, on veut arrêter tout le monde de façon coordonnée et simultanée. Non seulement les arrestations se feront, mais également les perquisitions vont se faire de façon simultanée. Là, nous avons d'habitude, quand ce sont des grandes affaires, un centre de coordination judiciaire à Eurojust, avec un collègue d'Europol très souvent qui est là comme officier de liaison. Europol aura de son côté un centre de coordination opérationnelle pour les membres des polices impliquées dans les divers pays. Une fois qu'on passe à la charge au moment de la mise en examen, voire même des poursuites, nous pouvons donner des avis sur les possibles conflits de juridiction. Les conflits de juridiction, à savoir qui peut poursuivre, qui va poursuivre qui, dans quel pays, est-ce qu'on peut avoir, le cas échéant, un problème de nébicididem pour les juristes entre nous, mais ça, je ne vais pas embêter les non-juristes parce que déjà, c'est dur l'après-midi, il fait beau dehors, là, vous allez complètement vous endormir.
Donc, c'est le genre de choses où nous pouvons donner des avis à la demande des collègues. Une fois que les affaires se trouvent devant les tribunaux, là aussi, de temps en temps, on nous demande d'intervenir, ne serait-ce que pour donner un avis quant à la valeur de preuve d'un élément avancé qui peut avoir une valeur de preuve dans un pays X, mais pas dans un pays Y. Parce que là où, en Belgique et je crois en France aussi, on dit toujours que la preuve est libre, donc c'est le juge qui va décider s'il estime que ce qu'on lui amène doit être vu comme une preuve ou non. Dans d'autres pays, c'est réglé de façon beaucoup plus stricte. Donc là, de temps en temps, c'est également nécessaire de pouvoir avoir des avis pour nos collègues. Et dans la toute dernière phase, après le procès, là aussi, nous pouvons aider au niveau de tout ce qui peut se faire dans les confiscations de biens ou dans la compensation des victimes. Ça, on y reviendra. Là aussi, on peut essayer de donner des avis à nos collègues. Alors, vraiment, pour le dire avec un petit dessin, parce qu'à Eurojust, on aime bien les petits dessins, c'est la possibilité d'une affaire. Une affaire arrive à Eurojust, elle peut impliquer ou bien tous les desks nationaux, c'est quasiment jamais le cas. D'habitude, c'est quelques desks nationaux. Alors, on a d'abord une réunion interne avec uniquement les membres nationaux concernés pour présenter l'affaire. Si c'est nécessaire, on organise des réunions de coordination. Ces réunions de coordination, c'est ce qu'on appelle les level 3. Et là, les autorités nationales sont invitées et peuvent se rendre à Eurojust où elles peuvent discuter ensemble avec l'aide de traducteurs et avec l'aide, bien entendu, des membres nationaux ou des membres des desks qui les accompagnent. On peut éventuellement signer un contrat d'équipe commune d'enquête, organiser des journées d'action, et une fois que l'affaire est complètement terminée, on la termine à Eurojust. Donc, les réunions de coordination, là, ce qui se discute souvent, c'est l'échange d'informations. Il y a plus de 600 réunions de coordination par an qui sont organisées à La Haye, ou par vidéoconférence de plus en plus, parce que c'est moins cher, c'est plus facile et ça demande moins de temps aux personnes. On échange l'information. On va souvent discuter de savoir comment on va rédiger les demandes qu'on va s'envoyer. Donc, les juges des différents pays ou les procureurs des différents pays discutent entre eux pour organiser ce genre de choses. En réalité, ils peuvent organiser et planifier la suite des dossiers. Il faut savoir que Eurojust peut leur donner des avis, peut les aider le cas échéant, mais nous ne prenons jamais de décision. Nous n'avons qu'une possibilité de les guider, de leur donner des avis, mais les décisions sont toujours prises par les autorités nationales. Donc nous ne sommes jamais concurrentiels avec les autorités nationales qui gardent toute leur souveraineté et qui discutent entre elles pour savoir comment elles se partagent le travail. En réalité, c'est la base de la coopération judiciaire en Europe. Je vous ai parlé des possibilités de centres de coordination. Là aussi, ces centres de coordination permettent de suivre de très près toutes les mesures qui doivent être prises dans une journée ou dans un laps de temps bien précis pour que ce soit fait de façon coordonnée. Donc là, le travail judiciaire au niveau européen dans les affaires pénales se base sur la reconnaissance mutuelle des pays. Donc on part sur une base de confiance entre les pays. Quand il s'agit de l'exécution des mandats d'arrêt européens, les freezing and confiscation orders, donc ce sont les instruments judiciaires pour saisir et pour procéder à la confiscation des avoirs criminels.
Et alors, bien entendu, les DE qui sont la façon de demander à un autre pays européen de procéder à certaines mesures d'enquête. Ça, c'est la reconnaissance mutuelle entre les pays. Eurojust n'apporte qu'une aide, qu'un support. Donc, on peut vous aider, et je commence par en bas, avec les points de contact que nous avons dans le monde entier, où, le cas échéant, on peut demander aux points de contact dans les autres pays de nous donner plus d'informations. Nous aidons également par des analyses opérationnelles et stratégiques. On y reviendra au niveau du travail stratégique. Là aussi, il y a plusieurs projets qui sont en cours à Eurojust, mais qui n'ont que pour but d'aider les autorités nationales. Et quand on parle alors de l'organisation des réunions de coordination, des centres de coordination ou la rédaction d'équipes communes d'enquête, là, bien entendu, ce sont les pays qui décident d'avoir ce genre de mesures ou de signer ce genre d'accord, et nous ne sommes là que pour les aider dans la rédaction ou dans la mise en œuvre. Alors, qu'est-ce une équipe commune d'enquête? Une équipe commune d'enquête, c'est en réalité un contrat entre un nombre X de pays qui permet de s'échanger de façon très souple les informations judiciaires et de travailler ensemble sans qu'il soit nécessaire pour chaque acte à poser de faire une demande par un autre instrument. Avant l'existence des équipes communes d'enquête, en réalité, il fallait à chaque fois faire une demande d'entraide judiciaire. Donc chaque fois la France, imaginons que la France et la Belgique avaient une affaire similaire, ils devaient chaque fois demander, tiens, est-ce que vous pourriez entendre tel témoin? Est-ce que vous pourriez faire ci? Il fallait une autre demande. C'était très lourd comme procédure, alors qu'avec l'équipe commune d'enquête, ça permet de s'échanger de façon très souple toutes les données qui sont dans les dossiers d'enquête importantes. Ça permet également aussi, et c'est important pour les autorités judiciaires, de demander, le cas échéant, un financement à Eurojust. Ça semble peut-être anodin, mais dans certains pays, les budgets alloués au travail judiciaire sont extrêmement limités. Et quand il faut faire des gros travaux de traduction, quand il faut se déplacer pour une réunion de travail dans un autre pays, eh bien, Eurojust peut aider à la demande des autorités nationales en finançant une partie de ces frais, ce qui permet à certains pays de faire face à des frais qu'ils ne pourraient pas supporter sans cette intervention. Pour vous donner une idée, le nombre d'équipes communes d'enquête devient de plus en plus important. Vous avez eu déjà dans la dernière année une augmentation de 25%. Alors, les équipes communes d'enquête, c'est pour des dossiers importants, mais par exemple, dans les gros dossiers de terrorisme, on a très souvent eu des équipes communes d'enquête qui permettaient aux collègues d'échanger de façon très souple. Mais ça peut aussi être dans des dossiers de traite d'êtres humains, où nous avons aussi des multiples victimes. Ça peut être dans des dossiers de fraude. Enfin, tout est possible du moment que ce soit des dossiers d'une certaine envergure et qui est bien entendu un aspect international. Alors, j'avais un petit slide pour vous dire les bases légales qui reviennent le plus dans les dossiers que nous avons. Vous voyez, le terrorisme n'est pas numéro 1, mais ça ne veut rien dire, ceci, parce qu'un dossier de terrorisme, des fois, on y travaille pendant 3, 4, 5 ans, alors que d'autres dossiers, on peut les terminer en 2 ou 3 mois en échangeant les informations. Donc ça dit beaucoup, mais ça ne dit rien. Je dirais que les dossiers qui durent le plus longtemps, ce sont les dossiers de terrorisme. Les gros dossiers de criminalité organisée, ça, ce sont vraiment les dossiers qui durent très longtemps. Et les dossiers de Core International Crimes,
crimes contre l'humanité. Donc ça, ce sont vraiment les dossiers qui durent très longtemps. Alors, au niveau des victimes, parce que tout ça, c'était vraiment très général, au niveau des victimes, depuis quelques années à Eurojust, à la demande de plusieurs pays qui ont eu la présidence et à la demande de la Commission européenne, on a commencé à s'axer de plus en plus sur le respect des droits des victimes, non seulement dans le travail opérationnel, mais également dans le travail plus stratégique. Dans le travail opérationnel, bien entendu, comme je vous le disais, nous n'avons pas d'enquête propre. Nous ne sommes là uniquement que pour soutenir nos autorités nationales. Mais la Commission européenne a fait une évaluation et la Commission européenne évalue que 15% des Européens sont annuellement victimes d'un crime. Ça peut être quelque chose de petit, ça peut être quelque chose d'énorme, mais environ 15%, à savoir 75 millions de personnes en Europe, annuellement, sont victimes d'un crime. Donc la Commission européenne nous a demandé vraiment d'insister très fort, c'est ce qu'on fait tous les jours dans notre travail et dans nos réunions de coordination, sur les droits des victimes et essayer quand même chaque fois de ramener les droits des victimes dans les discussions entre les divers pays. Et soyons honnêtes, je suis moi-même magistrat, avant d'aller à Eurojust, j'ai traité des dossiers de terrorisme. Quand on est en plein dedans, ce n'est pas toujours la première chose à laquelle on pense. À tort, je l'avoue, à tort, mais on est tellement pris dans les enquêtes que, oui, la victime, on y pense, mais on est tellement axé sur l'enquête, sur la procédure, que c'est bon, je crois, que quand il y a des réunions, que quelqu'un répète, de temps en temps ça les embête, mais répète qu'il faut avoir également voir également toute l'importance de l'importance de la victime. Mais ça peut aussi aller jusqu'à donner des avis à nos autorités nationales. Parce qu'on l'a entendu ici ce matin, monsieur l'avocat général en a parlé, je crois qu'il nous a quittés, d'autres en ont parlé aussi. Ce qui est considéré comme une victime dans un pays n'est pas considéré comme une victime dans un autre pays. Donc rien que de trouver une définition ou une identification de la victime, si j'ai entendu par exemple la dame qui expliquait que les gens qui se trouvaient dans un certain cercle géographique étaient considérés comme victimes, dans d'autres pays, on estime qu'on est victime que si vous avez vraiment un dommage direct que vous pouvez montrer. Donc, c'est une chose déjà sur laquelle nous travaillons très fort, c'est d'essayer de faire passer le message au pays qu'il faut vraiment se concerter pour qu'on trouve enfin, et le coordinateur européen aux droits des victimes, il travaille vraiment d'arrache-pied, de trouver une définition. Il y a une définition européenne de victime de terrorisme, mais même là, même en ayant ce texte, ça reste très difficile parce que dans certaines législations internes, ça n'est pas toujours facile de retomber dessus. Les droits des victimes dans les procédures. Là aussi, à chaque réunion, et on parle de terrorisme parce que c'est là que ça se pose souvent de façon plus claire, mais c'est pour d'autres choses aussi. Les droits des victimes dans les procédures, c'est différent dans tous les pays. C'est ça la grosse difficulté. Comment est-ce que quelqu'un qui est victime d'un fait, je ne sais pas, je viens en vacances ici, je suis victime d'un fait, j'espère pas trop grave, eh bien, je devrais déjà demander quels sont mes droits ici en tant que victime. Tout comme quand un Français se rend en Allemagne, enfin, tout est différent. Donc ça rend extrêmement difficile les possibilités que nous avons pour trouver des ententes entre les divers pays. Et je ne parle pas encore du dédommagement, parce que là, on est complètement, je dirais, dans
d'un pays à un autre, là, c'est vraiment énormément différent. Donc, qu'est-ce que Eurojust peut faire là-dedans? Eh bien, Eurojust essaye de faire comme on dit si bien en français, raise awareness, donc répéter le message à chaque fois dans les affaires opérationnelles qu'il faut absolument penser aux victimes. Et alors nous essayons aussi, sur un plan plus stratégique, de trouver également des solutions et de proposer des solutions à nos pays respectifs, mais également aux responsables européens. Comment, un petit exemple où Eurojust a aidé dans l'identification des victimes et faire passer le message aux victimes pour qu'elles sachent quels sont leurs droits au niveau des procédures. Vous vous souvenez tous des attaques de Barcelone et de Cambrils qui ont fait beaucoup de morts, 14 morts, une bonne centaine de blessés, et il y avait 34 nationalités différentes impliquées. Donc les Espagnols, qui sont aussi un des pays qui ont vraiment une législation fort très bonne au niveau du droit des victimes, ont cherché une façon d'informer les victimes dans tous ces pays des droits qu'ils avaient de par la législation espagnole. Alors, Eurojust, avec les collègues espagnols, a rédigé ce qu'on appelle un template, ont rédigé un genre de draft, un genre de... À force de travailler tout le temps en anglais, on ne sait plus le lire en français, un genre de modèle, si vous voulez, pour expliquer aux victimes. Ce modèle a été versé et traduit dans les langues de ces 34 pays, et nous avons aidé les autorités espagnoles à envoyer par le biais de demandes d'entraide, DE ou demandes d'entraide pour les pays non EU, pour entendre les victimes ou les ayants droit des victimes, et pour leur expliquer quels étaient leurs droits au niveau de la procédure espagnole. Ça, c'est une chose où Eurojust peut aider. Nous ne savons pas le faire nous-mêmes parce que, comme je vous disais, chaque action doit être entreprise par le pays, mais nous pouvons aider dans l'ombre. Autre projet auquel on a très fort travaillé à Eurojust et qu'on essaye vraiment, où on essaye vraiment de faire passer le message, c'est d'éviter ou de minimaliser le risque de revictimisation. Alors, le temps où une victime déposait plainte et où on la faisait revenir 33 fois pour la réentendre, ça n'est plus de notre temps, enfin je l'espère. L'idée, c'est vraiment que la victime, dans le show de l'action, il y aura une première audition, mais une réaudition, ça doit se préparer, ça doit se faire de telle façon qu'on doit la limiter à une réaudition et pas faire revenir les personnes qui sont déjà extrêmement fragilisées de par ce qu'elles ont vécu, de ne pas les faire revenir 4-5 fois parce que tiens, j'ai oublié encore de lui demander ça, tiens, il faudrait peut-être encore demander ça. Non, ça, c'est vraiment pas l'idée. L'idée, c'est d'avoir des avis pratiques pour essayer de limiter le nombre d'auditions ou de témoignages des victimes. Ça a été le cas dans une affaire aussi où Eurojust a aidé. C'était une affaire qui a été jugée à Koblenz, où c'est un haut militaire syrien qui a été traduit en justice pour avoir participé à des crimes contre l'humanité. Et là, afin d'éviter des réauditions, Eurojust a aidé à vérifier les témoignages qui existaient déjà et à aider les autorités nationales à analyser les témoignages existants pour éviter de devoir réentendre les victimes qui étaient entre autres des victimes ayant subi des atrocités lors de détention dans des centres de détention syriens. Donc là aussi, on essaie également de promouvoir, quand c'est possible,
même l'enregistrement d'une audition d'une victime. Ça se fait de plus en plus pour les mineurs. On essaye de faire en sorte que les enfants ou les mineurs d'âge ne soient entendus qu'un nombre très limité de fois, mais on essaie aussi de dire que pour les adultes, préparez bien ça, enregistrez-le si la personne accepte d'être enregistrée, afin de ne pas devoir revenir et revenir encore. Déjà, quand nous, on doit répéter 3-4 fois la même chose, sans être victime de quoi que ce soit, de temps en temps, on en a assez, alors on ne peut que s'imaginer. Enfin, on ne peut pas se l'imaginer, je crois. Si on ne l'a pas vécu, on ne peut pas se l'imaginer. Je ne l'ai pas vécu, mais je ne peux que m'imaginer ce que ça doit être pour quelqu'un qui a subi une atrocité, de devoir à chaque fois recommencer et réexpliquer. On a très fort aussi insisté pour les victimes ukrainiennes qui sont maintenant dans divers pays européens, entre autres des femmes ukrainiennes qui ont subi des atrocités aussi, de limiter le nombre d'auditions qu'on fait de ces personnes. Eurojust aussi aide les autorités nationales, toujours à la demande, pour trouver la meilleure façon de gérer des affaires à multiples victimes. Parce que nous avons effectivement les affaires de terrorisme où souvent nous avons beaucoup de victimes, ça peut aller dans des dizaines, mais nous avons d'autres styles de criminalité où on dépasse les centaines, les milliers de victimes. C'est par exemple dans tout ce qui est les victimes sur Internet. Les victimes sur Internet, les gens qui se font plumer, littéralement, et qui n'osent souvent pas déposer plainte. Parce que très souvent, les gens se rendent compte après qu'ils auraient peut-être dû un peu plus réfléchir, et ils ont honte de déposer plainte alors qu'ils sont victimes. Donc là aussi, on essaie d'échanger des bonnes pratiques aussi pour aider les États non seulement à préparer les personnes, mais aussi à expliquer aux personnes que vous êtes victime, ce n'est pas vous qui devez avoir honte. Même si ça peut être, ce n'est pas vous. Là aussi, dans une grosse affaire, on essaie aussi de gérer des affaires où il y a beaucoup de victimes. On a eu une affaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un Germanwings, un avion Germanwings qui s'est écrasé il y a quelques années. Et là, sauf erreur de ma part, on a été aux alentours de 150 victimes aussi de nationalités différentes. Là, nous, on a aidé à trouver des points de contact dans les pays concernés de telle façon que les points de contact pouvaient immédiatement se mettre en contact entre eux pour essayer de trouver des solutions. Toujours sur un plan opérationnel, donc lié à des affaires, nous avons aussi essayé de faire des guidelines, donc des... Ah là, donc essayer de trouver des solutions et de les offrir. Je vais contourner le mot que je n'arrive plus à trouver. Pour des recommandations, voilà, tout à fait. Donc là aussi, pour certains styles de criminalité, c'est très important d'analyser dans quel pays on peut, quel pays est le mieux placé pour poursuivre certains faits. Je pense à des faits des faits graves contre les lois sur l'environnement. Les lois sont tellement différentes dans les divers pays que quand on a divers pays impliqués, c'est important de voir quel serait le pays le mieux placé pour poursuivre les auteurs. Et quand on fait cette analyse, on prend immédiatement aussi les droits de la victime. Parce qu'on regarde aussi dans quel pays, non seulement il y a l'importance de la peine pour l'auteur, mais aussi quels sont les pays où les victimes pourraient le plus facilement avoir accès à donc un bon suivi de l'affaire. Donc, c'est ce qu'on avait fait dans l'affaire du Prestige Case. C'était un désastre naturel où là, on a vraiment essayé de trouver
quel était le pays le mieux placé. Et dans l'analyse, un des éléments qui avait été pris en compte, c'était le droit des victimes. Dernière partie de ce qu'on fait, comme je vous le disais au début, on a pas mal aussi de projets stratégiques. Et depuis quelques années, on a au sein d'Eurojust un groupe de travail qui s'occupe des droits des victimes. Ce groupe de travail a été créé il y a quelques années et il est transversal parce que nous avons des groupes de travail par style d'infraction. Et bien entendu, les victimes, eh bien, il y en a dans tous les styles d'infraction. Nous avons comme but de promouvoir le plus possible auprès de nos collègues l'importance toujours de garder à l'esprit le droit de la victime quand ils sont occupés au travail opérationnel. On essaye de leur apprendre des réflexes. On ne dit pas qu'on a tous les bons réflexes, loin de là, mais on essaye de leur apprendre des réflexes. Chose qu'on fait aussi depuis quelques années, c'est qu'on organise un symposium pour les praticiens judiciaires au niveau du droit des victimes. Alors, nous en avons eu le premier qui était il y a 2 ans, c'était le kick-off, il fallait bien commencer quelque part. Puis, cette année-ci, nous avons eu un symposium qui, justement, s'est penché sur l'identification et la définition de la victime. Et la commission est associée à ce genre de symposium de telle façon que la commission entend les problèmes qui se posent au sein des législations internes et peut emmener ça dans ce qu'ils vont, espérons, faire dans les amendements à la directive européenne sur les victimes. Nous allons alors l'année prochaine, le symposium parlera du droit au niveau de la procédure, droit des victimes dans les procédures. Là aussi, c'est très, très différent d'un pays européen à un autre. Accès au dossier, accès à une traduction, accès au procès. Est-ce que la victime a le droit de suivre le procès de façon différée, avec un lien qu'elle pourrait écouter autre part? Quelles sont les mesures qui sont prises quand la victime va venir témoigner? Tout ça diffère énormément d'un pays à un autre. Et là aussi, je crois qu'il y a vraiment une nécessité d'essayer de trouver une entente, ne serait-ce qu'en Europe. On est l'Europe unie, on devrait quand même réfléchir à avoir des standards qui sont, je dirais peut-être pas les mêmes, mais au moins qui se rapprochent le plus possible. Et dans 2 ans, le prochain symposium parlera du dédommagement des victimes et on espère que d'ici là, les amendements proposés à la directive européenne sur les victimes seront passés parce que, comme vous savez, c'est un des articles qui pose politiquement un gros problème, c'est le dédommagement des victimes. Comment doit-il se faire? À quel moment doit-il se faire? Faudrait-il un dédommagement avant même que le procès commence, avec tous les problèmes que ça pourrait impliquer? Donc là, je dirais que les praticiens attendent vraiment de voir clair. Une fois qu'on aura les textes, on pourra y voir plus clair. Ce que nous faisons également avec le groupe qui s'occupe des droits des victimes, c'est des publications que vous pouvez trouver sur le site d'Eurojust. Ce sont des rapports sur base des cas opérationnels que Eurojust a connus, où on explique ce qu'on a identifié comme problème au niveau du droit des victimes dans les différentes affaires et ce qu'on a trouvé comme solution. Quand on en a trouvé, il ne faut pas se voiler la face, on n'en trouve pas toujours, mais quand on en a trouvé, on explique ce qu'on a trouvé. On a un deuxième rapport qu'on a fait. Là, c'était vraiment essayer de coordonner ou d'avoir une meilleure coordination pour les grosses affaires internationales vues par les yeux des victimes. Prochaine fascicule que nous avons, c'est le rapport du symposium sur le droit des victimes dont je vous ai parlé il y a quelques instants, et celui qui a eu lieu cette année-ci sous l'égide de
de la présidence polonaise où on expliquait, où on s'est surtout focalisé sur l'identification et la définition des victimes. Et j'aurais dû dire, je ne suis pas assez, comment est-ce qu'on dit, allez, le tout premier symposium, on l'a fait sous l'égide de la présidence belge. De temps en temps, on peut le dire quand même. Voilà, soyons plus fiers de notre pays. Alors, un des tout derniers fascicules que nous avons sorti, c'est un fascicule qui est surtout pour les praticiens judiciaires. On s'est rendu compte qu'il existe en Europe ce qu'on appelle le European Protection Order. C'est un instrument européen qui permet de protéger une victime qui est une victime dans un pays et qui se déplace dans un autre pays européen. La protection de cette victime peut voyager avec cette victime. Alors on a été assez étonnés parce qu'il y a 6 ans, la Commission européenne avait fait déjà une évaluation de l'utilisation de cet instrument et c'était quasi zéro. Nous avons refait une nouvelle enquête et heureusement, les pays ont été honnêtes parce que c'était anonyme. Beaucoup de pays ne connaissaient même pas l'existence de cet instrument européen. Donc là, on s'est dit qu'il y avait quand même matière à travailler un petit peu. Donc on a essayé de sortir ce fascicule qui explique pour les praticiens, pour les juges, pour les procureurs, ce qui est possible. Et je vais terminer parce que je crois que je prends beaucoup plus de temps que ce qui m'était attribué. Je pensais que je n'aurais pas assez à dire, mais comme d'habitude, une femme, une fois que ça parle, ça ne s'arrête plus. Quelles sont deux initiatives spécifiques que nous avons à Eurojust pour le moment? C'est le CSET, Core International Crime Evidence Database. Donc, c'est la banque de données concernant les données de crimes contre l'humanité, et pas des données, mais même des preuves. Et l'autre, c'est le ICPA, c'est le Centre international pour les poursuites du crime d'agression. Alors, les deux, en réalité, sont des choses qui ont vu la lumière au moment où nous avons été confrontés avec la guerre en Ukraine, mais la banque de données n'est pas limitée à l'Ukraine. Donc, on peut également l'utiliser pour d'autres conflits dans le monde, pour peu que ces conflits répondent à la définition de crime contre l'humanité. On m'avait demandé d'expliquer et d'axer un petit peu avec des exemples les équipes communes d'enquête. Eh bien, par exemple, pour tout ce qui concerne l'Ukraine, il y a une équipe commune d'enquête qui est en cours entre l'Ukraine, la Lituanie, la Pologne, l'Estonie, la Latvie, Slovaquie et Roumanie. Je passerai les traductions que j'oublie pour le moment. Et donc là, je ne connais pas, bien entendu, tous les tenants et aboutissants, parce que c'est un dossier opérationnel où la Belgique n'est pas impliquée directement. Donc ce sont ces pays qui gèrent les données, mais ces données se gèrent dans le cadre d'une JIT. Et cette JIT a la possibilité d'échanger des informations avec cette banque de données qui est nourrie par des pays, également des pays qui ne sont pas partie de cette équipe commune d'enquête et qui acceptent d'envoyer leurs éléments de preuve à Eurojust, éléments de preuve qui sont transmis par des voies de transmission sécurisées, avec une sécurisation on garde de façon sécurisée également tous ces éléments, et il y a une équipe qui fait les analyses de ces éléments. Bien entendu, toutes ces preuves sont partagées par les États sous réserve d'autorisation qui peuvent être partagées avec l'un ou avec l'autre. Le dernier, c'était le Centre international pour les poursuites du crime d'agression. Là aussi, c'est dans le cadre du conflit en Ukraine. Là, c'est vraiment une initiative qui se trouve à Eurojust, mais c'est une initiative qui ne fait pas partie intégrante de l'équipe commune d'enquête, mais qui, bien entendu,
échange également des éléments avec cette équipe commune d'enquête. Ça a été un petit peu plus difficile parce que toutes les législations nationales ne reconnaissent pas le crime d'agression. Donc certains États reconnaissent le crime d'agression, d'autres États ne le reconnaissent pas. Donc là, enfin, par exemple, en législation belge, le crime d'agression proprement dit n'est pas repris. Je crois que pour la France, c'est pareil, sauf erreur de ma part. Donc là, c'est vraiment une initiative qui est limitée à un nombre plus restreint de pays. Alors voilà, si jamais vous avez envie d'en savoir plus et si je ne vous ai pas dégoûté de l'agence européenne où je travaille et où je crois que nous faisons pas des miracles, là c'est une autre adresse, mais quand même on essaye de faire du bon travail. Et je suis moi-même présidente du groupe de travail droits des victimes et j'essaye de promouvoir. Et j'espère vraiment que le message passe chez mes collègues procureurs et juges et qu'on pourra arriver à une façon plus uniforme de travailler, ce qui ne sera que dans le meilleur intérêt des victimes. Si vous voulez en savoir plus, nous avons bien entendu un site web qui est en anglais, sauf erreur de ma part, et où vous pouvez retrouver tous les documents qui sont accessibles au public. Et bon, je vous ai donné des exemples de documents au niveau des droits des victimes, mais vous pouvez trouver des documents sur toutes sortes et encore bien plus. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.